Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Tout savoir sur la lasure bois, conseils et astuces. Bricolage, peinture et décoration. Livraison, c'est exactement ce que je vais couvrir ici, parce qu'une mauvaise décision au moment de choisir ou d'appliquer une lasure peut ruiner l'esthétique d'un bois, réduire sa durée de vie et vous obliger à tout recommencer beaucoup plus tôt que prévu. Et à l'inverse, quand on comprend vraiment comment fonctionne une lasure, on peut transformer un support banal en une finition élégante, durable et facile à entretenir. Mon objectif dans cette vidéo est donc simple, vous donner une vision claire, complète et concrète de la lasure bois pour que vous sachiez quoi acheter, comment l'utiliser, quelles erreurs éviter et comment obtenir un résultat propre, résistant et décoratif, que ce soit sur un bardage, une clôture, des volets, une porte, un chalet, des poutres ou même certains éléments intérieurs. La première chose à bien comprendre, c'est ce qu'est réellement une lasure. Beaucoup de personnes la confondent avec une peinture, un vernis ou parfois même une huile, alors que ce n'est pas la même logique de protection. La lasure est un produit de finition qui protège le bois tout en laissant apparaître son veinage. C'est sa grande différence avec la peinture, qui masque le support sous un film opaque. Avec une lasure, on continue à voir la matière bois, son relief visuel, ses nuances, son caractère. C'est donc un excellent choix quand on veut protéger sans cacher. En revanche, toutes les lasures ne se valent pas, et il faut aussi comprendre qu'une lasure n'agit pas seulement comme une décoration transparente ou teintée. Elle doit résister aux UV, à l'humidité, aux variations de température et, selon les cas, à l'usure de surface. Si elle est mal choisie, si elle est trop fine, mal appliquée ou posée sur un support inadapté, le résultat vieillira vite. La deuxième idée essentielle, c'est que le bois est un matériau vivant. Même coupé, travaillé et installé, il continue à réagir à son environnement. Il absorbe et rejette de l'humidité. Il gonfle, se rétracte, il travaille. C'est pour cela qu'on parle souvent de finition microporeuse à propos de la lasure. Une bonne lasure laisse le bois respirer, c'est-à-dire qu'elle limite la pénétration de l'eau liquide tout en permettant l'évacuation de la vapeur d'eau. C'est capital en extérieur. Si vous enfermez complètement l'humidité dans le bois avec un produit inadapté ou une application catastrophique, vous favorisez les cloques, l'écaillage, les zones noircies et le vieillissement prématuré. La lasure est donc une protection souple et respirante, pensée pour accompagner les mouvements naturels du bois au lieu de les contrarier. Ensuite, il faut répondre à la question que tout le monde se pose. Dans quel cas je choisis une lasure plutôt qu'une peinture, un vernis ou un saturateur? Si mon but est de conserver l'apparence du bois, de valoriser son veinage et d'obtenir une finition décorative naturelle ou légèrement teintée, la lasure est très souvent le meilleur compromis. Si je veux une couleur totalement couvrante, homogène et sans transparence, je vais plutôt vers la peinture bois. Si je cherche un aspect filmogène, plus dur, souvent plus tendu, notamment sur certains éléments intérieurs, je peux penser au vernis, même si en extérieur, il n'est pas toujours le meilleur choix selon l'exposition. Si je traite une terrasse ou un bois horizontal, très exposé à l'eau stagnante et au passage, la lasure n'est pas toujours idéale, et le saturateur peut être plus adapté car il pénètre le bois et s'écaille moins qu'un film de surface, donc la lasure est formidable mais pas universelle. Son domaine d'excellence, c'est la protection décorative des bois verticaux ou modérément exposés, en mettant en valeur leur apparence. Quand je choisis une lasure, je commence toujours par l'exposition du support. Un bois extérieur plein sud, frappé par le soleil, n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un lambris intérieur, qu'une poutre décorative ou qu'un abri de jardin à l'ombre. Plus l'exposition aux UV est forte, plus la protection pigmentaire devient importante. C'est un point que beaucoup négligent. Les lasures incolores sont souvent attirantes parce qu'elles préservent l'aspect brut du bois. Mais en extérieur, elle protège beaucoup moins contre les ultraviolets qu'une lasure teintée. Les pigments jouent un rôle de filtre. Donc si je veux une vraie durabilité en façade, sur des volets, des bardages ou une clôture, je sais qu'une teinte légère à moyenne est souvent plus efficace qu'un incolore pur.
L'incolore peut avoir un intérêt en intérieur ou en couche complémentaire selon les systèmes, mais en extérieur, il faut être prudent et bien lire l'usage prévu. Il faut aussi comprendre la différence entre les principales familles de lasures. On trouve des lasures à l'eau et des lasures au solvant. Les lasures à l'eau séduisent de plus en plus parce qu'elles sèchent plus vite, dégagent généralement moins d'odeur, nettoient les outils plus facilement et répondent souvent mieux aux attentes actuelles en matière de confort d'application. Elles peuvent offrir de très bonnes performances si elles sont de qualité. Les lasures au solvant, elles, ont longtemps été appréciées pour leur pouvoir de pénétration, leur tendu et parfois leur comportement sur certains bois ou chantiers spécifiques. Aujourd'hui, le meilleur choix dépend surtout du support, du produit précis et des conditions d'application. Je ne choisis pas uniquement selon l'étiquette eau ou solvant, je regarde la destination, la résistance UV, la microporosité, le rendement, le temps de séchage, le nombre de couches, la compatibilité avec l'ancien revêtement et le rendu final. Le rendu, justement, mérite qu'on s'y attarde. Une lasure peut être mate, satinée, parfois plus ou moins brillante, selon la formulation. Elle peut être quasiment invisible ou au contraire apporter une vraie tonalité décorative. Chêne clair, noyer, teck, châtaignier, pin, gris vieilli, blanc cérusé selon certains produits. Cette dimension décoration est importante parce que la lasure ne sert pas seulement à protéger, elle influence profondément l'ambiance du lieu. Sur un chalet, elle peut renforcer l'esprit chaleureux et authentique. Sur des menuiseries contemporaines, une teinte grisée peut moderniser l'ensemble. Sur des poutres intérieures, elle peut éclaircir sans faire disparaître le cachet du bois. Mais pour bien anticiper le résultat, je garde toujours en tête une règle de base. La couleur finale dépend du produit, mais aussi de l'essence du bois, de sa teinte d'origine, de sa porosité et du nombre de couches. Le même pot n'aura pas exactement le même rendu sur du pin, du sapin, du chêne ou du Douglas. C'est pour cela que faire un essai sur une zone discrète est presque toujours une excellente idée. Avant même de parler application, il faut insister sur la préparation. C'est souvent là que tout se joue. Une lasure, même excellente, ne compensera jamais un support sale, humide, gras, farineux ou mal poncé. Si le bois est neuf, je vérifie d'abord son état de surface. Certains bois rabotés très lisses bénéficient d'un léger égrenage pour favoriser l'accroche et l'uniformité de la pénétration. Si le bois est ancien, je regarde s'il porte déjà une ancienne finition. S'il y a une vieille lasure adhérente et saine, un entretien peut parfois se faire après nettoyage et ponçage léger. S'il y a des parties non adhérentes, écaillées, épaisses, noircies ou incompatibles, il faut revenir à un support propre et stable. Le décapage peut être mécanique, thermique avec beaucoup de prudence selon le cas, ou chimique si le produit utilisé est adapté. Ce qui compte, c'est d'éliminer tout ce qui empêcherait la nouvelle lasure d'adhérer régulièrement. Le nettoyage est capital. En extérieur, le bois accumule poussière, pollution, spores, mousse, microalgues, anciennes coulures et parfois graisse ou résidus divers. Si je lasure par-dessus sans nettoyage sérieux, j'emprisonne ces défauts sous la finition. Il faut donc laver si nécessaire, traiter les zones contaminées par des produits adaptés, rincer correctement quand le système l'exige et surtout laisser sécher à cœur. Appliquer une lasure sur un bois encore humide est une erreur classique. Le film peut mal se former, la pénétration devient irrégulière et la durabilité chute. L'humidité du bois est donc un paramètre réel, pas un détail. En général, plus le bois est sec dans des limites normales d'application, plus la finition a de chances de bien tenir. Si le bois est brut et exposé à des risques biologiques, je réfléchis aussi au traitement préventif. La lasure n'est pas un traitement curatif universel contre les insectes xylophages ou les champignons. Si le support est attaqué ou situé dans un contexte à risque, il faut parfois appliquer d'abord un traitement spécifique avant la finition. Là encore, beaucoup de gens confondent protection décorative et traitement de fond. Ce n'est pas la même chose. Une lasure protège principalement la surface contre les agressions climatiques et les UV. Mais si le bois est déjà structurellement menacé, il faut traiter la cause avant d'embellir.
Parlons maintenant du ponçage, qui est souvent mal compris. Je ne ponce pas pour le plaisir de poncer, je ponce pour régulariser, ouvrir légèrement la surface, supprimer les fibres relevées, éliminer les zones faibles et obtenir une absorption homogène. Un ponçage trop grossier laisse des rayures qui ressortiront après finition. Un ponçage trop fin peut parfois fermer excessivement certains bois et limiter la pénétration. L'idée est donc d'avoir une surface propre, saine, régulière, dépoussiérée. Le dépoussiérage, d'ailleurs, est indispensable. Une poussière oubliée devient un défaut visible ou une gêne d'adhérence. Quand le support est prêt, je passe au choix des outils. On peut appliquer une lasure au pinceau, à la brosse, au rouleau pour certaines surfaces, et parfois au pistolet selon le chantier et le produit. Personnellement, pour beaucoup de travaux bois, le pinceau ou la brosse à lasure reste l'outil qui donne le plus de contrôle. Je peux bien charger les fibres, travailler dans le sens du bois, lisser les surépaisseurs et éviter les coulures. Le rouleau peut faire gagner du temps sur les surfaces planes, mais il faut souvent lisser ensuite au spalteur ou au pinceau pour bien répartir. Le pistolet est rapide, mais demande maîtrise, protection de l'environnement, réglage correct et parfois un passage de reprise pour uniformiser. Le meilleur outil est donc celui qui permet une application régulière, ni trop épaisse ni insuffisante. Il faut justement parler d'épaisseur. Une des plus grandes erreurs avec la lasure, c'est de croire qu'en mettant des couches très épaisses, on protège mieux. En réalité, une surcharge peut provoquer des défauts de séchage, des zones collantes, des rides, des traces de reprise et une moins bonne tenue dans le temps. La lasure s'applique en couches régulières, selon le rendement indiqué par le fabricant. Je préfère presque toujours respecter les consommations prévues plutôt que d'improviser. Une bonne protection, ce n'est pas une flaque de produit, c'est un système cohérent, support bien préparé, produits adaptés, nombre de couches respectées, temps de séchage respecté et conditions météo favorables. Les conditions d'application sont plus importantes qu'on ne le croit. Si je travaille en plein soleil sur un bois brûlant, la lasure peut sécher trop vite en surface, tirer mal, laisser des marques et pénétrer de façon inégale. Si je travaille par temps humide, froid ou avant une pluie, je prends le risque d'un séchage perturbé, d'un blanchiment ou d'une mauvaise formation du film. Idéalement, je choisis un temps sec, une température modérée, pas de vent excessif, pas de rosée imminente, et j'évite les heures les plus chaudes. C'est particulièrement important dehors. En intérieur, je veille à une bonne ventilation sans courant d'air trop violent chargé de poussière. Pour l'application elle-même, je commence en général par bien mélanger la lasure. C'est indispensable pour remettre en suspension les composants et obtenir une teinte homogène. Ensuite, j'applique dans le sens des fibres du bois. Je travaille par zone logique, sans m'arrêter au milieu d'une grande surface si je peux l'éviter, afin de limiter les reprises visibles. Sur les champs, les arêtes, les assemblages, les extrémités de bois et les parties très exposées. J'insiste avec soin parce que ce sont souvent les points faibles face à l'humidité. Les bouts de bois, en particulier, absorbent énormément. Si on les néglige, l'eau peut entrer par là et accélérer les dégradations. Je préfère donc traiter consciencieusement toutes les zones sensibles, même celles qu'on remarque moins au premier regard. Le nombre de couches dépend du produit et de l'état du support, mais très souvent, il faut au moins 2 couches, parfois 3 sur bois neuf ou selon le système complet recommandé. La première couche pénètre, la seconde renforce l'uniformité et la protection, la troisième peut améliorer la tenue dans certains cas. Entre les couches, il faut respecter le temps de séchage et parfois égrener légèrement si le fabricant le conseille ou si des fibres se sont relevées. Cet égrenage léger permet d'obtenir un toucher plus soigné et une meilleure qualité visuelle. Mais encore une fois, je ne fais pas n'importe quoi entre les couches. Léger ponçage, dépoussiérage propre, puis reprise régulière. Une question fréquente concerne la différence entre lasure filmogène et lasure plus imprégnante. Sans entrer dans un jargon excessif, il faut comprendre que certaines lasures restent davantage en surface en formant un film protecteur visible, tandis que d'autres pénètrent plus dans le bois avec un aspect parfois plus naturel. Le choix influence l'entretien futur.
Une lasure qui forme un film trop marqué sur un bois très exposé peut finir par s'écailler si l'entretien est trop tardif ou si le support travaille beaucoup. Une lasure plus pénétrante peut vieillir différemment, parfois de manière plus progressive. Ce n'est pas une hiérarchie absolue, c'est une logique d'usage. Je choisis selon le résultat esthétique recherché, la nature du support et le niveau d'exposition. L'entretien, justement, ne doit jamais être pensé comme une catastrophe de dernière minute. Une lasure s'entretient avant d'être complètement détruite. Si j'attends que le bois soit gris, fissuré, nu par endroits et fortement altéré, le travail de rénovation sera plus long et plus coûteux. L'idéal est d'inspecter régulièrement les surfaces, surtout celles exposées au sud et à l'ouest, qui souffrent souvent davantage. Si je vois un ternissement, une perte d'uniformité ou une usure naissante, une intervention légère au bon moment peut suffire. Nettoyage, petit ponçage, couche d'entretien, c'est beaucoup plus simple que de devoir tout remettre à nu. Une lasure bien suivie devient donc une solution pratique sur le long terme. Il faut aussi parler des erreurs les plus fréquentes, parce qu'elles sont nombreuses et souvent évitables. La première, c'est d'acheter une lasure uniquement en fonction du prix sans regarder la destination réelle du produit. Une lasure intérieure n'a pas les mêmes performances qu'une lasure extérieure haute protection. La deuxième erreur, c'est de choisir un incolore en façade plein soleil en espérant une tenue longue durée. La troisième, c'est d'appliquer sur bois humide ou sale. La quatrième, c'est de négliger la compatibilité avec l'ancien revêtement. La cinquième, c'est de charger beaucoup trop pour aller plus vite. La sixième, c'est de peindre en conditions météo mauvaises. La septième, c'est de ne pas traiter les zones d'extrémité et les assemblages. Et la huitième, très fréquente, c'est de croire qu'une lasure va masquer les gros défauts esthétiques du bois. Au contraire, comme elle laisse voir le support, elle révèle tout. Traces de ponçage, coulures, taches, différences d'absorption. Plus le support est préparé avec soin, plus le résultat est beau. Sur le plan décoration, la lasure est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de jouer avec la lumière et la matière. Une peinture donne une couleur pleine, franche, souvent plus architecturale. Une lasure, elle, laisse parler le bois. Si je veux conserver une ambiance chaleureuse, authentique, naturelle, elle est idéale. En intérieur, elle peut moderniser des boiseries anciennes sans les dénaturer. Elle peut aussi unifier visuellement plusieurs éléments en bois de teintes proches mais pas identiques. Dans un univers scandinave, une lasure claire peut alléger l'espace. Dans un style rustique chic, une teinte miel, noyer ou chêne moyen peut apporter de la profondeur. Dans un décor contemporain, certains tons gris ou brun froid peuvent transformer complètement l'ambiance, tout en gardant la texture naturelle visible. Je dois aussi insister sur le fait que tous les bois ne réagissent pas de la même façon. Les résineux comme le pin ou le sapin absorbent souvent différemment des bois plus denses comme le chêne. Certains bois exotiques possèdent des caractéristiques qui exigent une vigilance particulière. Le Douglas, le mélèze, le red cedar, chacun a son comportement, sa couleur de base, son vieillissement naturel. Cela influence la finition. De plus, un bois neuf peut contenir des remontées de résine, des différences de densité, des nœuds très absorbants. Il faut donc accepter qu'une lasure valorise la vérité du matériau. Si on cherche une uniformité totale, on est souvent dans la logique de la peinture, pas de la lasure. Pour les boiseries extérieures comme les volets, les portails, les bardages ou les abris, je prête une grande attention à l'exposition mais aussi à la conception même de l'ouvrage. Une finition, même excellente, ne peut pas compenser des défauts constructifs majeurs. Si l'eau stagne dans des zones mal conçues, si des champs restent directement exposés sans protection correcte, si des fissures ou assemblages ouverts laissent beau pénétrer l'humidité, la durée de vie de la lasure sera pénalisée. La protection du bois, ce n'est jamais seulement le pot de produit, c'est aussi la qualité du support, de la pose, des évacuations d'eau, des débords de toit et de l'entretien régulier. En intérieur, la lasure peut être utilisée différemment. Ici, les contraintes UV et pluie sont moindres, même si certaines pièces très lumineuses peuvent tout de même exposer le bois au soleil.
On peut donc davantage se concentrer sur l'aspect décoratif, le rendu, l'harmonie avec les murs, les sols et le mobilier. Sur des poutres, un plafond lambrissé, des portes, des habillages muraux, une lasure permet souvent d'éviter l'effet lourd d'un bois trop foncé tout en conservant son relief visuel. C'est très utile quand on veut rafraîchir un intérieur sans perdre son caractère. Là encore, la préparation reste importante, surtout si les boiseries sont encrassées, cirées, vernies ou déjà peintes. Un mot important sur la différence avec le vernis, car la confusion est très fréquente. Le vernis cherche souvent à former une couche plus fermée et plus dure, avec un rendu qui peut être plus tendu, parfois plus brillant, parfois plus sensible au choc visuel lorsqu'il s'abîme. La lasure, elle, est pensée dans une logique de protection souple, respirante et de mise en valeur du bois, en particulier pour des menuiseries ou ouvrages soumis aux variations climatiques. Donc si je travaille sur un meuble intérieur, un plan décoratif ou un objet peu exposé, le vernis peut avoir du sens. Si je parle de volets, bardages, poutres extérieures, clôtures ou boiseries qui vivent avec la météo, la lasure retrouve tout son intérêt. Il existe aussi la question du temps de séchage et de remise en service. Je fais toujours attention à distinguer le séchage au toucher, le recouvrement entre couches et le séchage complet à cœur. Ce n'est pas parce qu'une surface semble sèche après quelques heures qu'elle a atteint sa résistance finale. Si je remonte des volets, si je ferme trop vite des éléments, si je manipule durement un support encore frais, je peux marquer la finition. Patience et méthode font gagner du temps sur le long terme. Une finition malmenée trop tôt oblige souvent à des retouches. Si j'achète une lasure en ligne ou en magasin avec livraison, il y a plusieurs points que je vérifie avant de commander. D'abord, le volume nécessaire, parce qu'une erreur de calcul peut coûter cher en temps et en cohérence de teinte. Je regarde le rendement annoncé en mètres carrés par litre, puis j'estime la surface réelle en tenant compte du nombre de couches et de l'absorption du support. Je préfère prévoir légèrement juste qu'être en rupture au milieu du chantier. Ensuite, je vérifie la teinte exacte, le type de finition, l'usage intérieur ou extérieur, le support visé et les délais de livraison. Sur un chantier programmé, recevoir le bon produit au bon moment change tout. Je fais aussi attention au conditionnement, car certains petits volumes sont pratiques pour les essais ou les retouches, tandis que des grands formats sont plus économiques pour de grandes surfaces. Enfin, si je commande plusieurs pots d'une même référence pour un grand projet, je prends l'habitude de les homogénéiser entre eux avant l'application pour limiter d'éventuelles variations de l'eau. Une autre question utile est celle de la consommation réelle. Les rendements théoriques indiqués sur les emballages sont des repères, mais dans la pratique, un bois brut, poreux ou ancien absorbera plus qu'une surface déjà préparée et régulière. Les champs, les nœuds, les zones de boue boivent énormément. C'est pour cela que je ne me fie jamais à un calcul trop optimiste. Mieux vaut anticiper intelligemment que manquer de produit au moment où l'uniformité de la teinte dépend de la continuité d'application. Il faut également évoquer la sécurité et le confort de travail. Même si certaines lasures à l'eau sont plus agréables à utiliser, je travaille toujours dans un espace ventilé. Je protège mes mains, mes yeux si nécessaire, et je protège les surfaces autour. Une lasure projetée ou une coulure oubliée sur une pierre, un carrelage ou une ferrure peut laisser des traces tenaces. Je prends donc le temps de masquer proprement ce qui doit l'être. Le bricolage bien fait, ce n'est pas seulement l'application du produit, c'est toute l'organisation autour du geste. Quand je veux un résultat vraiment propre, j'observe aussi la lumière. Une surface lasurée peut sembler uniforme de face et révéler des traces en lumière rasante. Je m'habitue donc à contrôler sous plusieurs angles, surtout sur les surfaces importantes. Les coulures naissent souvent sur les parties verticales, dans les moulures, les rainures ou sous les traverses. Je repasse quelques minutes après l'application si nécessaire pour lisser les excès avant qu'ils ne figent. Cette petite discipline change énormément la qualité finale. Enfin, je veux insister sur une idée simple mais fondamentale. Réussir une lasure, ce n'est pas chercher la solution miracle, c'est comprendre la logique complète du matériau et du produit. Le bois bouge,
La lumière attaque, l'eau pénètre là où on la laisse entrer, et la finition doit jouer son rôle sans trahir l'esthétique naturelle du support. Si je choisis la bonne lasure pour le bon usage, que je prépare sérieusement, que j'applique dans de bonnes conditions, que je respecte les temps et que j'entretiens avant l'usure extrême, j'obtiens une protection durable, élégante et rentable. Et surtout, j'évite les déceptions classiques, le bois qui grise trop vite, les couches qui collent, les traces de pinceau grossières, les zones qui s'écaillent ou la teinte finale qui ne correspond pas à ce que j'imaginais. En résumé, la lasure bois est l'une des meilleures solutions quand je veux protéger et embellir sans masquer la noblesse du matériau. Elle demande plus de réflexion qu'un simple achat impulsif, mais une fois qu'on a compris ses règles, elle devient un allié redoutablement efficace en bricolage, en peinture décorative et dans tous les projets où le bois tient une place importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réussite vient de l'ensemble. Le bon diagnostic, le bon produit, la bonne teinte, la bonne préparation, la bonne météo, le bon geste et le bon entretien. Si je respecte cette chaîne, la lasure ne sert pas seulement à recouvrir, elle révèle, protège et valorise le bois sur la durée, avec un résultat bien plus professionnel que ce que beaucoup imaginent au départ.